Informé sur le monde. Ce coup de fil d'abord entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Le président ukrainien dit être convenu avec le président américain de renforcer la protection du ciel ukrainien. La nuit dernière, son pays était massivement bombardé par la Russie. 23 personnes ont été blessées. L'Allemagne prête à négocier directement avec les talibans au pouvoir. Objectif, faciliter l'expulsion d'Afghans. Des délinquants, dit Berlin. La porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies a fustigé cette annonce. On y revient dans le journal avec Gauthier Rébinski. Et puis ici en France, le mouvement de grève des contrôleurs aériens se poursuit. 1 millier de vols annulés, en particulier dans les aéroports parisiens, alors que débutent ce vendredi soir les vacances scolaires. Marie Schuster est à Orly pour France 24. Le renforcement de la défense antiaérienne ukrainienne évoqué lors de l'appel téléphonique entre Zelensky et Trump, un échange très important et riche a assuré en ces termes le bras droit du président ukrainien, alors que la nuit dernière, le pays était massivement bombardé par la Russie. 550 drones et missiles ont été lancés sur le nord, le centre et l'ouest de l'Ukraine. 23 personnes au moins ont été blessées. Axel Simon. De nouveau, les habitants de Kiev ont passé une partie de la nuit dans les abris, le métro et les souterrains. La capitale ukrainienne et ses environs ont été visés par des frappes russes sans précédent. Au total, 539 drones et 11 missiles. Selon le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, c'est l'attaque la plus massive depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Plusieurs districts de Kiev ont été frappés. Dans la matinée, la capitale était recouverte d'un épais nuage de fumée. Les services de secours et les pompiers ont été à pied d'œuvre toute la nuit pour éteindre les nombreux incendies. Le personnel de cet entrepôt dans la banlieue de Kiev a tenté en vain de sauver du matériel. On est des civils. C'est un garage. On y fait des réparations. Personne n'est militaire ici. Personne. Je n'arrive pas à y croire. Vous assistez à ça, mais vos yeux ne voient rien. Votre esprit n'arrive pas à croire que c'est en train d'arriver. Ici, c'est tout un quartier résidentiel de Kiev qui a été ciblé. C'était effrayant. Les gens pleuraient, les enfants aussi. Quand ça frappe, on ne sait jamais si ça va vous viser ou pas, ici ou juste à côté. Le reste du territoire ukrainien n'est pas épargné par les attaques aériennes russes qui se poursuivent, notamment dans plusieurs régions au nord et à l'est du pays, alors que les pourparlers de paix menés par les États-Unis sont dans l'impasse. Lors d'un nouvel appel téléphonique avec Vladimir Poutine, le président Donald Trump a reconnu jeudi n'avoir fait aucun progrès. Mercredi, la Maison-Blanche a également annoncé une pause dans la livraison de certaines armes aux forces ukrainiennes. Et je vous le disais dans les titres, l'Allemagne prête à négocier directement avec les talibans l'expulsion d'Afghans. La porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies a fustigé cette annonce. Il n'est pas approprié de renvoyer des gens en Afghanistan en raison de la situation sécuritaire dans le pays. Voilà ce qu'elle a déclaré. On y revient en images avec Thibaut Francesquet. À Berlin, ils manifestent contre des expulsions de délinquants afghans. Une volonté du gouvernement conservateur allemand qui souhaite accélérer les négociations avec les talibans. Jusqu'à présent, les discussions se faisaient par l'intermédiaire du Qatar. L'an dernier, le gouvernement social-démocrate d'Olaf Scholz avait déjà expulsé 28 Afghans condamnés pour crimes, une première depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021. Nous sommes ici aujourd'hui parce que le gouvernement allemand a fait une promesse il y a 4 ans. Au cours de l'été 2021, beaucoup se souviennent peut-être des images chaotiques de l'aéroport de Kaboul. Ils ont promis de soutenir les Afghans vulnérables et de leur offrir un accueil humanitaire en Allemagne. Après avoir ouvert ses frontières pendant des années, l'Allemagne les referme peu à peu. Un revirement après plusieurs attaques impliquant des réfugiés, comme à Munich en février. La peur de l'expulsion pèse sur les Afghans. Je me sens vraiment épuisé parce que j'attends d'obtenir un statut depuis 2022. Je n'ai pas de permis de séjour ni de permis de travail pour être citoyen. J'espère que le gouvernement allemand considérera mon cas comme acceptable et que je pourrai obtenir le statut qui me permettra de commencer à travailler et à vivre comme un citoyen normal. Pour l'ONU, il n'est pas acceptable d'expulser vers l'Afghanistan compte tenu des pratiques très violentes des talibans.
Il n'est pas approprié de renvoyer des personnes en Afghanistan. Nous avons documenté des violations continues des droits de l'homme en Afghanistan, en particulier des violations des droits de femmes et des filles qui ont été effectivement rendues invisibles, qui ont été privées de leur voix, de leur droit à l'emploi, à l'éducation, à la liberté de mouvement. Mais nous avons également continué à documenter d'autres cas de violation des droits de l'homme, y compris des exécutions. L'Allemagne veut aussi revoir sa politique concernant la Syrie. Après la chute de Bachar al-Assad, le chancelier allemand estime que des expulsions vers ce pays sont aujourd'hui possibles, alors qu'il était jugé trop dangereux jusqu'à présent. On poursuit l'analyse avec vous, Gauthier. Est-ce que le chancelier conservateur Merz est en train de céder à l'extrême droite quand il prend cette voie-là ? C'est possible, mais on pourrait tout aussi bien dire qu'il est sur sa pente naturelle, sur ses propres fondamentaux, sur ce qui le meut en politique. Quand Angela Merkel avait en 2015 accueilli les Syriens, avec, même si on peut douter, sa sincérité n'était pas totale, il y avait un calcul derrière qui était au fond d'apporter du sang frais à la démographie allemande moribonde, mais là, il avait été très dur, lui aussi. Donc, est-ce que c'était simplement une posture politique ? Non. Il y a quelque chose qui relève de ça chez lui, même s'il avait donné l'impression inverse depuis qu'il est au pouvoir, à savoir que il était d'accord pour qu'il y ait une moins grande orthodoxie budgétaire, notamment pour les dépenses de défense. C'est quelqu'un qui semblait avoir compris un certain nombre de choses. Là, c'est particulièrement grave parce qu'il s'agit d'une part de personnes auxquelles l'Allemagne a promis qu'on ne les laisserait pas tomber. Certains ont reçu une promesse même d'accueil en Allemagne. À certains, on leur a dit, écoutez, on peut rien faire ici pour le moment en Afghanistan, mais allez au Pakistan et la représentation diplomatique allemande vous prendra en charge. Ce sont des promesses non tenues. Trahies même ? Trahies, bien sûr. Trahies. Et si vous voulez, la remarque qui consiste à dire... l'accusation qui consiste à dire qu'il s'agit de criminels, de délinquants, il y a deux remarques à faire. La première, c'est que ça paraît peu probable vu le profil de ces personnes. Ce sont des personnes qui ont été traducteurs, traductrices, fixeurs, comme nous disons dans notre jargon, des personnes qui ont aidé l'armée également. Ce n'est pas des profils de criminels. Mais quand bien même y aurait-il des profils de criminels ? Est-ce que nous voulons, est-ce que nous imaginons que des gens qui ont subi tout ce qu'ils ont subi arrivent en Europe, comme avec un costume bien taillé, qu'ils ont tout de suite compris les codes des mœurs, des pratiques. Attendez, nous serions dans cette situation, nous ne comprendrions rien, on ne comprendrait rien non plus. Et ça n'est pas du tout pour excuser ce qui peut se passer. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne, en 2016. C'est condamnable au plus haut point. Totalement, les agressions sexuelles. Simplement, ce qu'il faut essayer de voir pour l'avenir, c'est que ces gens-là sont aussi des déracinés et que quand on ne les met pas au parfum de ce qu'est la nouvelle société, ils peuvent être des criminels. Mais là, je pense que c'est un faux prétexte et la rupture de la promesse est quelque chose de catastrophique et aussi pour les citoyens allemands. Justement, vous connaissez cette société allemande. La question qui me vient, c'est comment eux, les Allemands, regardent ça. Et je reviens sur le politique, mais ce que fait Merz là en Allemagne, est-ce que ça peut donner des idées à d'autres États européens ? Bien sûr. Non seulement ça peut donner des idées, mais imaginez le chaos que ça générerait. Quand on dit il faut de l'ordre, mais oui, mais alors ça, si d'autres États européens font la même chose, vous allez avoir des réfugiés qui seront en attente, en déshérence, qui seront dans des camps de rétention, où là, il n'y aura plus de contact avec la société, il n'y aura plus l'enseignement des langues, et tout ça aussi parce que alors vous disiez l'extrême droite, c'est clair, c'est un facteur, mais parce que Merz a repris, après avoir lâché sur cette question, a repris l'orthodoxie budgétaire allemande qui est familière, qui est coutumière, dont la droite est coutumière. Et que si les choses avaient plutôt bien marché en 2015 avec 1 million de Syriens, c'est parce qu'à l'époque, on avait mis le paquet sur justement l'apprentissage de la langue. C'est la première des choses, pour que les gens ne se sentent pas perdus. Et ensuite, l'aide pour trouver un emploi, l'accompagnement, tout ça fait que vous avez des gens intégrés. Sous l'ère Merkel, parce qu'elle est derrière vous. Sous l'ère Merkel, avec toutes les réserves que l'on peut avoir. Merkel qui avait un grand cœur, a-t-on dit, c'est pas tout à fait ça. Mais le résultat est là. Et là, aujourd'hui, vous avez Merz qui cède, oui, un peu à l'extrême droite, et qui cède aussi, et c'est ça que je trouve particulièrement
frappant. C'est qu'avec Donald Trump, vous avez quelqu'un qui a répandu dans le monde une forme de grossièreté. C'est quand même un personnage particulièrement mal élevé, mal dégrossi. Eh bien, c'est comme si certains s'employaient finalement, avaient reçu une sorte d'onguent sur la main, ça déteint sur leurs habits et ils se comportent de la sorte. Donc là, on va voir comment ça peut se passer parce qu'ils ont des recours quand même, les Afghans. Donc beaucoup ont introduit un recours, notamment en référé, comme on dirait en France, pour pouvoir ne pas être chassé tout de suite. Ça peut repousser l'échéance, en tout cas, retarder l'échéance. Temps. Merci beaucoup, Gauthier. Merci pour ces éléments de compréhension. Le Proche-Orient maintenant, et cette nouvelle nuit meurtrière à Gaza, au moins 15 personnes ont été tuées dans l'enclave dans des frappes israéliennes sur des tentes de déplacés. C'est ce qu'a dénoncé la défense civile. Parmi les victimes, au moins 3 enfants. Hier, la même défense civile annonçait la mort de 73 Palestiniens. En France maintenant, le mouvement de grève des contrôleurs aériens se poursuit. 2e journée de mobilisation. 1 millier de vols sont annulés, en particulier dans les aéroports parisiens, alors que débutent ce vendredi soir les vacances scolaires. Le ministre des Transports a affirmé que 500 000 personnes s'en trouvaient impactées. Il considère la situation comme inacceptable. Ce sont ses mots. Marie Schuster est à Orly. La situation semble s'être stabilisée ce vendredi à Orly. Beaucoup moins de files d'attente devant les comptoirs des compagnies aériennes et des messages d'annonce réguliers annonçant aux passagers l'annulation des vols et les modalités de report. Cette seconde journée de grève des contrôleurs aériens est pourtant marquée par une plus forte perturbation du trafic avec 40% des vols annulés dans les aéroports parisiens. Une grève des contrôleurs aériens qui tombe mal car nous sommes à la veille des départs en vacances scolaires. Mais les vacanciers français ne sont pas les seuls à être impactés par cette grève des contrôleurs aériens. De nombreux touristes ainsi que des passagers en transit présents aujourd'hui à Orly ont été surpris par l'annulation de leur vol à leur arrivée en France et par le manque d'accompagnement. Cette réduction du trafic affecte aussi l'ensemble des vols internationaux qui devaient survoler l'Hexagone. En conséquence, de nombreux retards étaient à prévoir sur ces mêmes vols internationaux. Au-delà de cette situation exceptionnelle qui aura duré 2 jours, les compagnies aériennes pointent du doigt les problèmes endémiques de retard dans les aéroports français. Et sur ce point, les compagnies aériennes et les syndicats, à l'initiative de cette grève du contrôle aérien, se rejoignent et dénoncent toutes deux une mauvaise gestion des tours de contrôle, essentiellement due à un manque d'effectifs chronique. En réponse, le gouvernement explique depuis jeudi qu'un protocole de réforme de l'organisation du travail des contrôleurs aériens avait été signé par le syndicat majoritaire, raison aussi pour laquelle le ministre des Transports, Philippe Tabarot, avait jugé cette grève inacceptable. Nous sommes à la veille du départ de la plus grande course cycliste au monde, le Tour de France. 184 coureurs partiront cette année de Lille, une édition particulièrement difficile où on devrait assister à un duel entre les 2 grands favoris, Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Jules Boiteau nous en dit plus. La métropole lilloise dans le nord, aux couleurs du maillot jaune, pour la présentation officielle des équipes et des coureurs du Tour de France 2025. Parmi eux, le grandissime favori de cette édition, le tenant du titre slovène triple vainqueur de la Grande Boucle, Tadej Pogačar. Seul Jonas Vingegaard, 2 fois titré en 2022 et 2023, semble pouvoir le concurrencer. Entre les 2 coureurs, le match est déjà lancé. On ne sait pas si Jonas est plus fort que moi. On verra ça sur le Tour. Je pense que c'est le meilleur grimpeur du monde en ce moment, ces dernières années. Parfois il est meilleur que moi, parfois moins bon. Mais tout ça, nous le verrons pendant la course. Les 2 favoris et l'ensemble du peloton devront parcourir près de 3339 km au cours de 21 étapes. Le col de la Lauze, le Mont Ventoux, le Tourmalet et même la butte Montmartre lors de la dernière journée, c'est plus de 51 km de dénivelé positif qui attendent les coureurs. Mais avant cela, première étape en plaine au départ de Lille, l'occasion pour les sprinteurs de viser le maillot jaune. C'est une véritable première opportunité de porter le maillot jaune. Il n'y en aura pas beaucoup à l'avenir, donc c'est un premier jour très important. Cette année,
Le Tour présente un plan antidopage renforcé. 1000 contrôles seront effectués avant et pendant la course. Les échantillons prélevés pourront également être conservés pendant 10 ans, en prévision des futures méthodes de détection. Enfin, en plus du dopage médical, l'accent sera mis sur le dopage mécanique. Après chaque étape, certains vélos seront inspectés pour vérifier qu'aucun moteur n'y est dissimulé.